La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Hello tout le monde, on espère que vous allez aussi bien que nous quand on lit vos commentaires sur Apple Podcast. Pas que sur Apple Podcast d'ailleurs, les petits mots que vous nous envoyez sur Instagram nous font aussi hyper plaisir. Mais par exemple, le dernier commentaire sur Apple Podcast, c'est Julie96 qui en est l'auteur, l'autrice du coup. Ouais, bien. Et ça nous dit, super podcast qui apporte un vrai plus, un vrai regard sur le monde de la pâtisserie, chaque épisode est passionnant et se savoure, bravo. Et voilà, ça nous met en joie, ça nous motive à continuer un maximum avec Clémence. Et Clémence, avec qui est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui ? Aujourd'hui, on se retrouve avec Arnaud Larère, qui est un chef pâtissier chef d'entreprise qui a 3 boutiques à Paris, une à Athènes, une à Tokyo, et surtout qui a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2007. Et ce titre, il ne l'a pas obtenu d'une manière habituelle, puisqu'il était installé à son compte, donc il a tout préparé en finalement ne dormant pas. Et du coup, il vous racontera tout ça dans l'épisode, et surtout à la fin, il nous dévoilera un dernier projet un peu particulier, donc on vous laisse écouter jusqu'au bout. Voilà, donc pour ça, on vous laisse avec Arnaud Larère. Bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes dans un laboratoire en plein Paris, assez central, ce qui est plutôt agréable, et un sacré laboratoire. On a eu la petite visite guidée par notre invité, qu'on était ravis parce que avec Clémence, dès qu'on a l'occasion de visiter des laboratoires, franchement nous, on est toujours très contents. Mais du coup, notre invité, alors vous le savez avec le titre, mais notre invité, je vais le laisser se présenter. Bonjour Arnaud Larère. Bonjour, bienvenue chez moi. Merci de nous accueillir. Et alors pour commencer, est-ce qu'on peut avoir un passage un peu très rapide sur ce qui vous a amené ici à avoir ces grands labos, mais un peu tout votre parcours, où est-ce que vous avez commencé, assez concis, parce que sinon... En une ligne. Ouais, voilà, on va faire ça assez rapide, parce que sinon ça peut être très long. Avec ce petit col tricolore aussi. Oui, voilà, parlons de ce col tricolore aussi. Ouais, l'histoire elle a commencé tout au bout de la Bretagne, à Brest, parce que c'est là où je suis né. J'ai fait mon apprentissage à Brest, après mon patron m'a dit à l'époque qu'il fallait monter à Paris parce que tout se passait à Paris. Donc je lui avais dit que j'allais venir pour une année, mais qu'aussitôt j'allais retourner là où je suis né et là où je me plaisais beaucoup. Sauf que j'avais pas imaginé que j'allais découvrir autant de choses avec des gens aussi passionnants et avoir des techniques et des choses qui étaient carrément à l'opposé de les bases que j'avais appris à Brest. Donc pour finir, les années sont passées très très vite. Et j'ai fait la maison de Pelletier, qui était à l'époque pratiquement la plus belle maison de Paris. Un meilleur ouvrier de France sur 2 sortait de cette maison. Ah ouais. Donc aujourd'hui, quand on parle aux jeunes de la maison de Pelletier, on connaît pas parce que... Ça parle moins, ouais. Aujourd'hui, c'est une banque qui a racheté, donc on peut plus visiter cette maison. Après, il y a aussi un passage que j'ai fait chez Dalloyau. Et après, j'ai travaillé 5 ans avec Pierre Hermé chez Fauchon. Donc après, on est parti le même jour de chez Fauchon. Lui, il est parti chez La Durée. Et moi, je me suis installé avec ma femme. Donc ici, à Montmartre. Voilà, on a démarré l'aventure, j'avais 25 ans. Donc ça fait quelques années. Première boutique à 25 ans. Ouais. Dis donc. Ouais. Il y en a qui vont faire la fête à Saint-Tropez et il y en a qui ouvrent des boutiques. Ouais, c'est clair. Bravo. Non, mais... Ouais, quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, la première boutique, c'est celle... Non, elle était juste 2 rues plus bas et la boutique faisait 12 mètres carrés. Ah ouais. Donc on pouvait mettre 5 clients dedans, maximum, s'ils bougeaient pas de trop. Ouais. Et voilà, et puis les labos étaient derrière. Donc après, au bout de 2 ans, on a saturé complet, parce qu'on n'arrivait plus à suivre. Donc après, on a trouvé une galerie d'art qui était rue Colincourt. Ouais. Et là, ça a été notre première boutique, avec tout ce qu'on peut imaginer dans une boutique, quoi. Voilà. Et c'est seulement en 2012 où j'ai racheté ce local qui était une salle de sport ici avant. Ah, d'accord. Salle de judo, exactement. Ah, d'où l'espace un peu qu'il y a. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, pour finir, par rapport à ce qu'on avait besoin sur chaque plan de travail ou par rapport aux outils, aux machines qu'on faisait rentrer, on a créé toutes les pièces. Oui, c'est vrai que c'est tout, tout est bien réfléchi, bien segmenté, bien organisé, même jusqu'à l'économa.
C'est ça. où toutes les denrées sont sur des rails, comme ça on a accès à tout facilement. Enfin, on sent bien que ça a été fait un peu sur mesure et en pensant le métier et l'équipe et justement les différents métiers. Il y a la salle. Oui, c'est que l'architecte de ce labo, c'est moi, donc c'est surtout un pâtissier. Ouais. Voilà, c'est pas un architecte qui a fait le labo et avec surtout du vécu, ce qui fait qu'on a tout de suite pu, avec mon chef de production, Michael, tout de suite bien cloisonner toutes les pièces et augmenter le taux de rentabilité. C'est-à-dire que sur chaque poste, personne tourne, tout le monde est autonome et quand il faut passer à la vitesse supérieure, ça se fait en douceur. Ouais, on voit que la différence par rapport au fait que ce soit du coup toi qui ai pensé ce laboratoire par rapport à un architecte, c'est que ça a été d'abord pensé pour l'efficacité et le bien-être, les bonnes conditions de l'équipe et de toutes les personnes qui passent dans le labo, quoi. C'est ça. Donc, voilà, comme on dit, on a l'équipe qu'on mérite, mais j'ai la chance d'avoir l'équipe que j'ai. Voilà. Donc, Et alors, il y a combien de membres dans cette équipe ? On est 16. C'est une bonne équipe de foot, comme on dit. Ouais, clairement. Voilà. Là, il y a l'équipe complète et les remplaçants. Voilà. Et puis, à travers ça aussi, ce qui me titillait depuis l'apprentissage, parce que j'ai fait beaucoup de concours, parce que j'aimais ça. Et pour moi, à l'époque, c'était d'aller jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France. Quand je me suis installé, je me suis dit, là c'est mort, j'aurai plus le temps. Mais après, de fil en aiguille, on s'organise, on se remet en place, on crée ces gâteaux aussi, ça prend du temps parce que tant qu'on est salarié, on fait les gâteaux qu'on vous dit de faire. Alors que là, d'un seul coup, il faut trouver votre patte, il faut trouver votre chemin, il faut faire différent des autres. Et puis, fil en aiguille, après, le concours est revenu dans ma tête. Et en 2007, je l'ai repassé. Je l'ai passé, je l'ai passé. J'ai eu de la chance je l'ai eu du premier coup. Oh, je sais pas trop si c'est de la chance, mais... Ouais, il y a toujours une part de chance. Bien sûr, il y a beaucoup de travail. Oui. Ça, voilà. Mais je l'ai eu la même année que Philippe Rigolo, que Angelo Musa, Christophe Redon. Une belle année quand même. David Capi et un bon cru, on va dire. Ouais, oui, plutôt. Ouais. Et donc, ce qui est quand même remarquable dans ton parcours, du moins pour préparer les meilleurs ouvriers de France, c'est que tu n'avais pas de maison derrière toi. Enfin, t'étais, parce que généralement, c'est un travail d'équipe de préparer aussi ce... Oui, il y en a même beaucoup, et j'aurais fait la même chose, qui, quand ils ont décidé de passer le concours de meilleur ouvrier de France, vont souvent dans des grosses maisons. Ouais, c'est ça. Pour avoir un soutien. Un soutien, ils peuvent même passer des journées à faire juste recherche et développement. Ils n'ont pas besoin de faire la fournée le matin, on les aide parce que ça va aider la maison. Si le chef il décroche le titre, à avoir plus de notoriété, ou soit il y en a qui vont dans des écoles privées pour être prof, ce qui fait qu'on a plus de temps le week-end et les soirées pour s'organiser. Mais moi je suis un des rares parce qu'on n'est pas nombreux. Je crois c'est Pascal Café qui m'avait expliqué, je crois qu'on n'était que 4 en 40 ans, avoir passé les MOF étant installés. Ah ouais. Parce que quand on est installé, déjà les journées sont longues. Oui. Et donc ce qui fait que moi je m'entraînais la nuit, on va dire. Oui, on sait que déjà passer le concours de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose de hyper éprouvant parce que ça demande énormément de travail. Ouais. Et je pense qu'en effet, de devoir être chef et en plus d'avoir son affaire, parce que quand on a son affaire, il y a quand même un côté vraiment chef d'entreprise qui entre en compte et qui prend du temps. Du coup, de cumuler ces trois choses, ça doit demander quand même pas mal d'énergie. Bon, on peut dire que tu sais gérer la pression. Voilà. Oui, c'est bon, moi la pression, ça glisse. Et c'est vrai qu'après le concours, quand il y a des gens qui viennent te voir en disant chef, j'ai un problème. Ça, c'est pas un problème. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'a fait grandir. Et avant que je dise que j'ai un problème, c'est que le niveau doit être très haut. C'est vrai. Parce que moi, pendant 1 an et demi, je suis pas sorti du quartier. Ah ouais. Donc je veux dire, c'est d'où le sens boulot dodo. Mais, sans le métro, mais boulot dodo. Implication maximale. Voilà, parce que c'est être concentré et se dire qu'on doit faire un chef-d'œuvre. Et Philippe Urraca à l'époque m'avait toujours dit n'oublie jamais que le rêve d'un alpiniste, c'est de monter l'Everest ou l'Himalaya, mais que très peu de gens y arrivent parce qu'ils passent par un sacrifice. Ah oui. Donc si t'as compris ça, t'iras loin. C'est vrai. Bon, voilà. En
il y a un peu moins de risques en passant le MOF qu'en montant l'Everest, mais en termes d'énergie et de... Voilà, c'est surtout un travail sur d'ambition. soi-même en plus. Oui. C'est pas se dire on se bat pas contre les autres. On dit c'est un concours, mais pour finir c'est un examen. Oui. Parce on est plusieurs à le décrocher. Mais c'est surtout un travail sur soi-même et à aller chercher ses faiblesses pour essayer de les éliminer pour être le plus compétitif dans tous les domaines de la pâtisserie, chocolaterie, glacerie. Juste petite question pour finir sur les MOF. Est-ce que tu te souviens de ce chef-d'œuvre du coup que tu as créé, ta pièce artistique? Alors, Bien sûr que tu t'en souviens, c'est une... non, mais c'est une bonne question, mais comme j'aime bien le dire, je pense que le buffet, dans sa totalité, je le connaîtrai par cœur jusqu'à mon Alzheimer. Parce que même aujourd'hui, ça va faire 13 ans et je suis sûr que les yeux fermés, je refais tout le buffet. Tellement je l'ai fait, mais tellement de fois. Ouais. Et les gens ne peuvent même pas imaginer. Quand on dit tellement, c'est pas encore beaucoup, c'est tellement, tellement, tellement de fois. Ça devient même une drogue. Ouais. Donc, toujours à chercher la perfection, comme un pilote de Formule 1 qui a beau faire 50 tours, il cherche pas une seconde, il cherche un dixième de seconde et il refait encore 10 tours. Et ben c'est ça. C'est pareil. Voilà, c'est un état d'esprit. Voilà, Ouais, quand on parle d'entraînement, on peut vraiment totalement comparer ça à un entraînement sportif, quoi. C'est de la répétition, Voilà. c'est... Et par moment, à force de chercher, et ben des fois il y a des déclics, il y a des ouvertures, il y a des choses qui, voilà, vous commencez à voir des choses que vous voyez pas au début. Vous prenez du recul sur votre travail, vous le digérez surtout. Donc c'est une philosophie. Après, on peut être un très grand chef pâtissier sans passer les MOF. Hein. Tout à fait. Voilà, mais pour moi, c'était un besoin. Voilà. Oui, c'est quand on est un peu féru de concours dans la pâtisserie, c'est vrai que ça reste un peu le Graal, à un moment. D'ailleurs, et puis même, il y a très très peu de grands chefs qui l'ont pas passé. Hein. Donc, des chefs de de ma génération, mais qui l'ont pas eu pour X raisons. Mais si je vous dis les noms, mais il est hyper connu, ils sont hyper connus. Oui, ils sont tous hyper connus. Comme quoi, c'est quand même quelque chose c'est le Graal de la pâtisserie. Ah oui, oui, vraiment. Et alors moi, j'avoue, j'ai une petite question par rapport à ça, vu qu'on parle des MOF actuellement. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes chefs pâtissiers, les trentenaires, voilà, il y a une grande génération, tu trouves que ça attire toujours autant qu'à l'époque ou un peu moins? Alors je dirais ça attire un peu moins pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, si je suis un peu direct, c'est plus facile de se faire voir à la télé que d'être sur le marbre dans un labo et à transpirer. Ouais. Pour essayer d'avoir une certaine reconnaissance. Ou quand je dis reconnaissance, c'est que on n'essaye pas on n'est pas des artistes. Hein. Moi, je dis je suis artisan. Il y a artiste dans artisan, mais c'est surtout que moi, ma maison a été connue par rapport à mon travail. Si un jeune demain, en passant dans une émission de télé, à faire des choses à la minute, ça va le propulser, et qu'après il a une notoriété, et il se dit pourquoi aller me faire mal à passer les MOF, alors que là, d'un seul coup, quand je quête part, on me reconnaît. Là, on me dit que ce que je fais, c'est exceptionnel. Donc moi, ce que j'ai peur avec ces jeunes-là, c'est qu'ils oublient le goût de l'effort. Ouais, en fait, la médiatisation un peu beaucoup plus rapide aujourd'hui fait qu'il y a moins ce goût du travail et de l'effort et de... Ou voire même après la peur de l'échec aussi. Ouais. Parce qu'ils se disent, tout se passe bien pour moi, demain je vais aller m'inscrire au concours, alors si je l'ai pas, bon, il y en a certains qui vont dire ils ont pas voulu te le donner parce qu'ils sont jaloux de quoi, on sait pas. Alors ça c'est carrément de la connerie. Et ou alors, voilà, si jamais je loupe, le regard des autres, ça veut dire que... Mais pour moi c'est un faux problème, c'est des choses différentes parce que le titre de MOF, c'est quelque chose, c'est comme la personne qui a son bac, c'est quelque chose que vous avez à vie, quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec Instagram, avec la télé, avec tout ça, d'un seul coup, vous pouvez être une star, mais dans 2 ans, il y a un autre qui va arriver, c'est comme un système de millefeuille, quoi. Pendant 2 ans, vous êtes en haut du panier. Quand après, tous les légumes ont été épluchés, on passe au suivant. Ouais, c'est voilà, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle star, c'est la nouvelle ceci. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'adore tous les desserts renouvelés. Ça veut dire quoi un dessert voilà. Moi, j'ai dit que c'est bien de renouveler les desserts, mais comme Pierre Armé m'a appris, on renouvelle les desserts déjà avec les bases qu'on a appris, quoi. Donc, ne pas oublier ce que les anciens ils ont fait, quoi. Parce que à vouloir déjà à faire la star, c'est déjà des bases qu'on nous a données avant
de créer des choses. Ouais, s'inscrire plus dans une tradition avec peut-être un peu plus d'humilité et de faire son travail. Moi, j'ai été élevé comme ça, dans le respect mais surtout l'humilité, enfin, et se remettre toujours en question et aussi d'avoir ce partage qu'on a toujours eu entre pâtissiers. Qu'aujourd'hui, les jeunes générations, c'est ce qu'Arnaud Larère a fait en 10 ans, moi je veux le faire en 5 ans, quoi. Parce que, je dis moi ou un autre, c'est que, il a été connu à 35 ans, moi je veux être connu à 25. Ouais. Et je dis, mais arrêtez, quoi. Mais laissez le temps au temps, quoi. Arrêtez de brûler les étapes. Arrêtez. Et du coup, c'est quoi la pâte Arnaud Larère ? La pâte Arnaud Larère. Si tu parlais de trouver une identité, et puis on va parler un peu justement de tes boutiques, de ta vision du. Ouais, pour moi, j'aime bien Arnaud Larère, pour moi, c'est un architecte. Un architecte du goût et des saveurs. Parce que j'ai vu trop souvent, et ça m'a même aidé à trouver mon chemin, où je goûtais des pâtisseries où on travaillait sur les anglaises, les crèmes, les chantilly, les mousses chocolat. Et en dessous, on mettait une semelle. Ouais. On va dire un biscuit. Oui. Mais pour que le truc il tienne debout et que quand on coupe, voilà. Alors qu'aujourd'hui, moi je passe autant de temps, voire plus de temps, sur les biscuits, à comprendre les biscuits. Parce qu'on a l'impression que ça fait pas rêver, mais tout le monde adore les biscuits. Ouais. Tout le monde adore un brownies, une gaufre, une génoise, un biscuit cuillère. Mais et travaillant encore là-dessus, il y a plein de choses à faire. Que ce soit les biscuits à base de beurre, à base d'huile, à base de blanc d'œuf, à les base biscuits, même dans un entremets, pour la texture, c'est hyper important. Voilà. Et c'est toute la magie d'un gâteau joue dans la texture. Oui. Alors je prends un exemple à la con, mais qui est comme c'est que McDo, vu qu'ils vendent un burger pas cher, enfin ils peuvent pas faire des prix compétitifs, donc ils peuvent pas mettre de la qualité. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent sur la texture. Quand vous mangez les gens, ce qu'ils disent le plus chez McDo, c'est la texture. Donc eux, ils vendent de la texture. Ils vendent pas du goût. Voilà. Donc quand nous, on arrive à faire du goût et de la texture, c'est pour ça quand je dis qu'un pâtissier, ça doit être un architecte du goût. Ça doit être quelqu'un qui doit composer, pas pour avoir l'un ou l'autre, pour avoir le goût et la texture qui se mélangent, pour que justement, un truc tout simple, mais quand on met un coup de cuillère, on a envie d'en mettre un deuxième. C'est ça. Quand vous avez pas envie de mettre un deuxième, c'est pas compliqué la pâtisserie. C'est compliqué, c'est de construire les choses. Mais pourquoi ? Pour que le client, naturellement, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Moi, comme des fois, je rencontre des amis ou des clients, vous savez, je suis pas un spécialiste. Non, vous n'êtes pas un spécialiste, mais quand c'est bon ou pas bon, voilà. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein. Bah oui, parce qu'au final, vous faites quand même des gâteaux pour les consommateurs. Voilà, donc exactement. leur avis est important. Voilà. Et je dis, nous, notre travail, c'est que juste le client, le travail en amont qui peut être complexe, c'est juste pour créer un moment simple. Voilà, de plaisir, de partage. C'est pour ça que c'est pas juste faire quelque chose qui fasse waouh. Oui. C'est quelque chose, des fois, c'est juste un repas de famille, c'est juste pour un anniversaire, c'est juste parce qu'on va chez des amis, c'est juste un moment de plaisir. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que tu disais justement, c'est pas quelque chose qui fasse waouh. J'allais justement dire que quand on voit les vitrines de tes boutiques, ce que je vous invite à faire si vous ne connaissez pas les boutiques Arnaud Larère, c'est pas des gâteaux au visuel un peu excentrique, un peu pas de tape à l'œil, mais enfin si, qui va attirer le regard. C'est simple, mais on a envie de les manger. On a envie de les manger, mais sans que ce soit trop. Moi, je veux que ça soit des pâtisseries élégantes. Ouais, mais élégantes, mais dans la sobriété plutôt. Exactement. Parce que attention à l'effet miroir, c'est que plus ça fait waouh, on est tous pareils, moi compris. Plus ça fait waouh. Plus quand on passe à les dégustations, on s'attend à un truc waouh. Ouais, c'est ça. Donc tous les gens qui mettent des trucs qui brillent, qui scintillent, qui vont dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Mais il faut que le niveau soit... On est d'accord. Parce que quand vous êtes sur quelque chose qui fait waouh, parce que vous voulez attirer le client visuellement, et c'est très bien, mais faut pas oublier que le client il revient que si c'est bon. Il va pas revenir parce que c'était beau. Ouais. C'est vrai. Et c'est ce que je dis tous les jours à mes pâtissiers. Le client il achète parce que c'est beau, mais il revient que si c'est bon. C'est vrai ça. Donc, quand on a compris ça, déjà on a passé une étape. D'ailleurs, à propos de dire tous les jours à tes pâtissiers, donc toi, tu es quand même en labo tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce que c'est être chef d'entreprise en pâtisserie pour toi ? Qu'est-ce qui occupe le plus clair de ton temps ? De quoi est-ce que les gens ils se rendent pas compte quand ils ont cette vision du chef pâtissier qui passerait toute sa journée à faire des gâteaux ? Et puis surtout, quand tu as ouvert ta première boutique, est-ce que
tu t'attendais à tout ce qui t'attendait en plus d'être juste chef Non. pâtissier? Oui, alors il y a deux questions bien différentes. Il y a plein de questions. Mais alors déjà, oui, c'est que non, tu t'attends pas. Comme moi, je suis venu à Paris, ça commençait. Pour moi, c'était une année à Paris, et puis je retournais à Brest où j'étais très très bien. J'avais mes potes et on était heureux. Non, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis quand on a démarré avec Caroline cette aventure, j'aurais jamais imaginé. Aujourd'hui, j'ai visité, je crois, c'est 23 pays dans le monde. Ouais. Donc c'est un exemple. Mais déjà ça, je La pars juste avec pâtisserie mon. t'a offert des choses. Voilà, juste avec mon CAP pâtissier. Bon, après, bien sûr, le titre de MOF, mais voilà, c'est déjà juste un exemple que j'aurais jamais pensé qu'il m'arrive tout ça. Mais il faut savoir que quand on est chef d'entreprise, la création, ça représente, je pense, entre 5 et 10% d'une journée. Ouais. Parce que on appelle ça moi j'appelle ça des journées surprises. Vous avez beau faire des plannings, sauf que des fois il peut manquer un gars dans la brigade, quelqu'un qui est malade, donc vous aidez au poste parce qu'autrement ça va être compliqué. Par moment, il y a aussi des clients qui viennent vous voir parce qu'il faut un événement spécial. Donc ils veulent quelque chose qu'il n'y a pas dans votre gamme, mais ils veulent une idée, donc il faut faire des croquis, il faut faire des dessins, il faut recevoir les gens. Des fournisseurs aussi qui vous amènent des nouveaux produits, des nouvelles couvertures, des nouvelles façons de travailler. Juste couverture, c'est couverture de chocolat. Tout à fait, couverture de chocolat. Donc on reçoit aussi les fournisseurs. Après, il y a aussi, ça soit aussi dans le packaging, dans le cartonnage, dans l'emballage. Ça, c'est le travail souterrain dont on n'a pas idée en fait. Voilà, parce que le gâteau, dans quoi on met, et puis il faut trouver son identité. Il faut aller voir un graphiste. Après, il faut aussi gérer les quantités, parce que par rapport à sa trésor, hein, on peut prendre 1000 boîtes, et puis si on prend 5000 boîtes, le prix est divisé en deux, mais 5000 boîtes, il faut les amortir, et il faut... Et puis il faut les stocker. Il y a aussi toutes ces questions de logistique. Voilà, et quand il n'y a plus de place dans un local, il faut en trouver un autre. Et tout ça, je veux dire, vous êtes loin de faire une crème pâtissière le matin. C'est clair. Voilà, et après, il y a aussi les grosses périodes à préparer. Ça se passe sur un bureau avec une feuille et un crayon, mais c'est de se dire, il faut organiser, que ça soit Noël, Pâques, les grosses périodes, par quoi on commence, par quoi on finit. Et après, il faut, entre tout ça, il faut trouver des cases pour créer la nouvelle bûche de Noël, créer la nouvelle galette, créer le nouveau sujet de Pâques, créer le nouveau gâteau pour la fête des mères. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si demain, j'ai rien de prévu en disant que demain après-midi, je vais travailler sur la nouvelle galette, c'est pas sûr que je le fasse. Ouais, il y a toujours Parce que d'autres petites demain, il y surprises. aura encore autre chose. Et c'est la vie de l'entreprise. Hein, Et puis on n'a même pas parlé de management et de communication. Par exemple, ça. là, nous, on occupe un créneau de ta journée qui ressemble à aucune autre journée classique, mais ça fait partie du jeu. C'est ça. Donc c'est pour ça, et puis après il faut aussi organiser les postes pour que, là aussi il faut être un chef d'orchestre, pour que justement tout le monde ait envie de vous suivre. J'ai toujours dit, moi c'est peut-être mon côté marin comme je viens de Brest, mais si le capitaine il est nul, le bateau il va dans tous les sens. Hein. Ouais. On va à gauche, on va à droite, sauf que l'équipage au bout d'un moment il sature. Si le capitaine c'est clair dans sa tête, eh ben, je peux vous dire que tout l'équipage il vous suit, quoi. Donc plus vous structurez les postes, plus vous dénouez les nœuds sur chaque combinaison de produits le matin, la fournée, en leur disant là tu t'emmerdes et tu passes 1 heure, maintenant tu vas arrêter de t'emmerder et tu vas passer une demi-heure. Ben, je peux dire que le gars il a la banane. Ouais, oui chef, putain chef, vous m'avez enlevé une aiguille du pied, enfin c'est ça mon travail. C'est aussi de les booster, c'est pour ça que je suis toujours à la fournée le matin. Comme ça aussi, c'est des fois juste des petits réglages. Tu donnes le rythme. Le rythme, voilà, parce que moi je veux qu'ils soient toujours en éveil. Et après aussi, quand je vois qu'ils s'embêtent, des fois j'amène la solution. Et c'est pas grand chose, mais ouais chef, j'y ai pas pensé. Voilà, mais c'est parce que moi, j'ai toujours, ça vient pas du jour au lendemain. C'est comme on devient pas chef comme ça. C'est que c'est un travail de tous les jours. C'est comme le mec demain qui va être champion de France du javelot. Vous voyez, c'est tous les jours, il s'entraîne pour devenir. Le mec qui veut devenir entraîneur de foot, il se réveille pas un matin. Il peut se réveiller un matin, mais derrière, il y a tout un travail. Voilà, et quand on veut devenir chef d'entreprise, il faut savoir diriger les gars pour que les gars ils aient envie de vous suivre. Puis tu montres aussi une implication, comme ça toute ton équipe voit bien que tu ne fais pas que les créations et que tu es hyper impliqué, vu que tu es tous les jours avec eux. Ils voient que tu n'es pas un chef qui ne fait que la création et ensuite qui les laisse un peu... Ah, c'est sûr, je suis pas un chef de bureau. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Et même, vous pouvez prendre n'importe qui dans mon laboratoire. Qui aura exactement les mêmes phrases que moi, j'ai aucun souci là-dessus. Et c'est surtout que moi je pousse les jeunes et les moins jeunes pour ils progressent parce que c'est le carburant le matin pour avoir la patate. Quand vous avez quelqu'un qui vous pousse tous les matins pour être meilleur, être plus efficace,
et en étant moins fatigué et plus dans la créa parce que justement vous avez dénoué les nœuds et vous l'avez guidé, bah, je peux vous dire que après il vous suit partout. Hein. Et pour le plaisir, est-ce que tu aurais un petit exemple de quelqu'un qui s'embêtait sur une tâche et qui en fait il suffit que tu donnes une petite instruction et finalement ça va plus vite bah, ce que je dis souvent, la première chose que je vois chez les apprentis, c'est que ils veulent aller trop vite. Hein. Et c'est qu'ils font par exemple un millefeuille, là, ils mettent de la crème pâtissière, tac, et tout de suite ils veulent le couper parce qu'ils sont un petit peu à la bourre. Alors que tu le mets 5 minutes au congélateur, pour qu'il tout de suite la crème elle bloque. Ouais. Bah, quand tu le découpes déjà c'est plus net. Ouais, bah voilà. Ça commence comme ça. Le genre de petite astuce qui alors change que essayer d'aller vite et que pour finir c'est le carnage. Et le mec il stresse l'apprenti parce que je suis à côté, donc là il est en train de se liquéfier. et quand alors c'est bien d'en avoir conscience. voilà, donc première solution, tu prends un rouleau et tu tapes dessus. Sauf que demain t'es pas sûr qu'il soit là, ou alors tu l'accompagnes et tu dis attends, je vais t'expliquer comment ça marche. Voilà. Et quand tu expliques et qu'il dit oh punaise, j'y ai pas pensé ou j'avais pas bien compris, et quand il voit le résultat, il dit ok, je te suis là, j'ai compris. Mais c'est une très bonne étude parce que ça c'est vrai que je pense que tout apprenti ou toute personne qui a fait un diplôme en pâtisserie, qui a fait un apprentissage en pâtisserie, sait un peu ce que c'est que ce sentiment de quand le chef est là à te regarder une des premières fois, tu te liquéfies un peu en mode oh là là, faut pas que je fasse de bêtises. Ouais, ça nous parle. Mais moi ce que j'aime bien, parce que j'ai été formé comme ça, c'est j'ai pas peur de dire je mets une pression aux gens, mais une pression positive. C'est que quand ils viennent, ils aient la patate, mais ils savent que si jamais ils dévient un peu, je vais les redresser sur le bon chemin. C'est pas les enfoncer. Et moi, ce que je veux, c'est une pression positive pour qu'ils soient toujours en éveil. C'est pas plan. Puis le matin, j'ai inséré des boulots de 13, j'ai serré un truc. Non, c'est vas-y quoi. On n'est pas à l'usine quoi. Voilà. Et le mec, en plus, il va se bonifier comme le vin. C'est que la poche, au début, qu'il a du mal à tenir avec le geste et tout ça. D'un seul coup, c'est-à-dire, faut pas que je me loupe parce que le chef est là, et ben il va apprendre plus vite. Le geste, c'est dire j'ai intérêt de l'apprendre vite parce que ça va pas durer 15 ans comme ça quoi. Et là, sans que je dise rien. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est le rôle. Ils savent que je suis pas tout le temps là, mais je suis là au démarrage le matin. Et on t'a entendu plusieurs fois dire les maintenir en éveil. Oui, parce que c'est quand t'es en éveil que t'es en créativité, que t'es toujours, que tu surveilles le dé sur le feu, toi. D'être en éveil, ça veut dire que tu as presque fini quelque chose, tu regardes déjà sur le tableau qu'est-ce qu'il reste à faire derrière, ou tu regardes dans le labo où est-ce qu'ils en sont les autres, ou tu regardes si tu peux pas aider ou si à la limite quelqu'un peut pas venir t'aider. Si t'es pas en éveil, tu peux rester 1 heure de plus dans le labo en faisant la même chose. Ouais. Voilà, c'est aussi ça quand ou alors je dis en tant que chef. Ce que tu fais. C'est ça, que le matin, c'est pas si on dit que la fournée doit être finie à 7h30, si on l'a finie un jour à 7h, c'est très bien. Hein. Bah oui. On n'est pas obligé de se dire oh là là, mais j'ai encore 10 minutes, je vais ralentir parce que là je suis. Voilà, et ça permet que dans la journée, après, ça a mis une pression positive à tout le monde, parce que tout le monde est gagnant. Voilà, c'est ça que je veux, c'est qu'à travers ça, tout le monde s'améliore. Et après, souvent, j'aime bien aussi les jeunes qui viennent, au fur et à mesure, je les accompagne pour montrer que je suis près d'eux. C'est vrai que ça met une pression, mais que je surveille aussi leur travail. Et en règle générale, au bout de 2-3 mois, il y a 2-3 mois, je comprends où c'est un peu difficile pour eux. Mais tous, là-dessus, j'ai aucun problème, tous, ils me disent... grâce à vous, j'ai grandi. Je pensais même pas, voir même des jeunes qui ont 22-25 ans, qui ont fait d'autres maisons, où ils arrivent dans une maison, tiens voilà, c'est le cahier de recettes, t'es pâtissier, tu te démerdes, moi tu me fais des synthos ce week-end et tu me fais des opéras. Sauf que moi ici, je les accompagne quoi. Et ils me disent, surtout sur les techniques, les techniques. Où avant ils se faisaient chier parce que personne ne leur montrait. J'ai dit, regarde là, tu fais comme ça, tu gagnes 2 fois plus de temps et le résultat est 2 fois meilleur. Ce que je disais, le mec, quand il y a des gens comme ça qui les forment, et je peux vous dire, je lui dis de me suivre n'importe où, il me suivra. Ouais, mais après aussi, peut-être que t'as aussi ce goût de la transmission qui fait que inconsciemment, ça se ressent un peu sur les jeunes qui passent chez toi. Ouais, je pense que je fais pas. Oui, ça, j'adore la transmission. T'as ils sont très individualistes. Bon, après, je pense que chacun est différent, mais moi j'ai besoin de transmettre. J'ai besoin que la personne elle arrive là et pas juste pour chercher un boulot. Moi j'ai besoin de la former, parce que moi, pourquoi je me suis installé à 25 ans? Bon d'accord, je suis un peu tout feu tout flamme, mais parce qu'on m'a beaucoup donné, parce qu'on a vu que j'étais un avion de chasse, enfin un avion de chasse. Ils ont vu que j'avais faim, que je voulais apprendre, et les chefs en face, ils m'ont donné toutes ces connaissances.
Ils m'ont pas dit non mais lui on lui donne pas la recette, lui ceci. J'ai droit à tout. Donc je veux donner la même chance aux jeunes qui viennent chez moi. Voilà. Mais ça se ressent dans ce que tu dis clairement, je trouve. Et t'en as aidé certains à préparer des concours? Oui, j'en ai encore. Ouais. Toujours cette transmission, Voilà, cette envie de... Et des fois, même, c'est pas forcément aussi c'est un concours, mais sur un examen, ou des fois juste sur un produit, pas forcément sur tout le concours, mais ils m'amènent leur dessert, que je donne mon avis. C'est beau. Ouais, franchement, c'est top. Alors, on a 2 petites questions rituelles pour terminer, parce que là, on a fait un joli petit tour, mais j'avoue que moi, avant, j'avais une petite question. Donc toi, pour le coup, alors, t'as 5 boutiques au total dans le monde, donc 3 en France et 2 à l'étranger. Ouais. C'est ça. Une à Tokyo, quand je dis à l'étranger. Et à Tokyo, on sait que c'est une grande place où, voilà, Pierre Hermé, Philippe Conticini, Sébastien Bouillet, beaucoup de chefs s'exportent à Tokyo. Et toi, t'as fait aussi une boutique à Athènes. Alors, c'est vrai que pourquoi pas, hein. Je pense que parfois, c'est une place comme une autre. Mais alors, pourquoi Je vois la question arriver. Bah oui, c'est... Mais alors, c'est une bonne question, mais tout simplement parce que c'est eux qui sont venus me chercher. D'accord. Voilà. Ils sont venus me chercher, donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu pareil, dubitatif, en me disant oui, pourquoi pas. Puis je me suis dit, allons voir sur place, et puis on verra si ça vaut le coup. Et quand je suis arrivé là-bas, je suis passé 2 jours là-bas, donc c'est le plus grand palace d'Athènes. Donc Okay. Il fallait que je fasse la carte des desserts pour les 3 restaurants. Et en même temps, donc en bas, on crée une boutique Arnaud Larère, où les gens ils peuvent rentrer aussi côté rue, ils sont pas obligés de rentrer dans l'hôtel. C'est l'hôtel Grande-Bretagne. Et là, après... C'est pas vrai. C'est hyper drôle. Grande-Bretagne. Bah oui, en plus, ouais. Pas comme quoi. Oui. Ouais, comme Moi quoi, j'avais demandé pourquoi pas une boutique à Brest, mais c'est bon en fait. Bah oui, c'est bon, je l'ai faite à Athènes. Et pour finir, voilà, je suis tombé sur vraiment des gens pareil on a la même philosophie. Et de laisser le temps au temps, de bien faire les choses. Et eux, ils voyaient vraiment sur du long terme, et pas de faire des one-shots pour se dire on fait le buzz pour faire parler de nous, et le chef, au bout de 6 mois... non, là c'est voilà. clairement sur du long terme. Voilà, ça fait moment. déjà 5 ans qu'on y est. Ouais. Donc c'est une très belle association. Bon. Trop chouette. Mais voilà, c'est aussi un des aspects du chef d'entreprise, c'est que des fois... Et à propos de boutique, d'associations, de nouvelles idées, de points de vente et de manières de repenser la boutique de pâtisserie, on croit comprendre que au moment où sort cet épisode, tu as une 4e boutique qui vient d'ouvrir à Paris. Alors, est-ce qu'on dit boutique ou un nouveau point de vente? C'est vrai que là, je dirais un point de vente, mais je pense que c'est aussi une nouvelle façon de faire par rapport à l'évolution qu'il y a à Paris, parce qu'elle n'est pas forcément non plus que positive avec le Covid qu'on est en train de subir. On a eu depuis quelques années... on a reçu quelques douches froides, comme les attentats, comme les gilets jaunes, comme les grèves... Qui n'ont pas fait du bien, ouais. Voilà, qui n'ont pas fait du bien, parce que Noël dernier, ça a été comme... 2 années particulières. Voilà, donc ce qui fait que ça a aussi modifié la façon de consommer des gens, parce que je veux bien comprendre, parce qu'à force d'être tout le temps secoué, voilà. Et donc moi, on m'a proposé de monter un stand chez Monoprix, rue Lévy, et moi je pense que voilà, c'est un magasin où, voilà, où, comme je dis, les gens ils vont pour se nourrir, pour consommer. C'est un lieu où, comme on dit, il y a de la bouffe. Et moi, je pense que c'est bien aussi d'aller dans cette voie-là, où des fois, les gens, quand ils rentrent le soir du travail, où ils n'ont pas le temps forcément d'aller chez le fromager, d'aller chez le pâtissier, chez le boulanger. Vous allez chez Monop, voilà. Et puis, si vous avez un artisan de qualité qui est là, ça vous évite de refaire encore la queue dans la rue d'à côté. Voilà, et c'est surtout que les gens qui viennent là, ils viennent pas pour prendre des photos, mais ils viennent pour consommer, pour acheter. C'est pas la même démarche, ouais. C'est pas la même démarche que vous pouvez aller aux Galeries Lafayette. Les gens prennent beaucoup de photos. Oui, c'est sûr. Voilà, pour dire que j'y étais. Et donc pour moi, c'est un nouveau challenge. Mais je pense qu'aujourd'hui, on verra si ça porte ses fruits, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tracer des nouvelles routes. Et ça peut en faire partie. Bah écoute, ouais, la boutique a ouvert depuis quelques jours, depuis le 26 novembre. Donc voilà, on vous invite à y aller. Rue Lévy, Monoprix, rue Lévy, c'est ça. C'est ça. Et juste, dernière chose, là tu parlais pour tes équipes de rester en éveil. Bah on voit qu'en fait, quand t'es chef d'entreprise, ça te demande aussi de toi de rester en éveil pour voir un peu les nouvelles opportunités, comme un peu cette association canaux, un peu avec Monoprix, qui est finalement une nouvelle opportunité, une nouvelle un peu façon d'acheter, de consommer sa pâtisserie. C'est ça.
De toute manière, qu'on dit aux autres, pour être suivi, il faut déjà le faire à soi-même. C'est vrai. Voilà. C'est ça le bon chef. Bah là, on a fait un joli petit tour, Ouais. je pense. On va Des pouvoir petites passer à nos questions petites questions rituelles. fétiches, rituelles. Vas-y, je laisse l'honneur à Clémence pour la première. La première, quel est ton premier souvenir sucré? C'est à Brest, on imagine. Ouais, c'est à Brest. Bon, c'est pas très compliqué, mais C'est toujours très simple. c'est toujours très simple. Voilà, c'est le phare breton de ma mère. J'ai été élevé au phare breton tous les samedis. Comme ça. Tous les samedis. Tous les samedis, c'est le phare breton. Comme Voilà. ça. Parce que Franchement, c'est la chose qu'elle faisait le samedi matin. Donc moi, le samedi après-midi, j'allais jouer au foot. Donc après, tu rentres à 16h, l'heure du goûter. Bah, c'est le truc qui reste sur la gazinière. Donc Ouais. un coup de couteau, voilà. comme un flanc, quand tu coupes un morceau. Après le dimanche, bah, pareil. Et puis ça restait jusqu'au lundi. Et puis après, voilà. Ouais. Il n'y en avait plus. Il y en Ça a reste plus. le week-end en maximum. Voilà, c'est ça. Donc tout le monde se servait un peu à toute heure. Ok, donc le phare breton. Familial. Et du coup, deuxième petite question. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes adresses, un peu coup de cœur, en sucré ou salé? Par exemple, je sais pas, où est-ce qu'on peut acheter un très bon phare breton? Parce que bah, je pense que celui de ta maman n'est pas commercialisé. Tu sais, elle va ouvrir un commerce, alors. Oh, c'est dur ça. Pas facile, Ah, tes hein. petits coups de cœur, ouais, c'est toujours une question. Ouais, parce que souvent on a des coups de cœur, bah, c'est souvent les derniers coups de cœur, mais il y a Claire Damon que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personne et j'aime beaucoup sa pâtisserie. Ouais, Donc, vraiment. c'est une super copine à moi. Et On a fait un Relais- épisode relais. avec elle. ouais, Oui, relais dessert aussi, comme Ouais. toi. La puis seule relais- femme chez Relais Dessert. ouais, exactement. Mais oui, on aime beaucoup. Voilà, donc ça, et puis j'aime aussi beaucoup Brest Café. C'est une crêperie tenue par Bertrand Larcher. Vous voyez, c'est comme Ok. l'arrière, sauf qu'il y a un C au milieu. Il a une vingtaine de crêperies au Japon, Ok, et il en a à peu près une dizaine entre Paris et Saint-Malo. Ah ouais. d'accord. D'accord. Ouais, donc c'est... Brave Café. Ouais, et pareil, il a démarré tout seul, et voilà. Et vraiment quelqu'un de passionnant et qui a redonné un peu les lettres de noblesse à la crêpe bretonne. Parce que souvent, les coups de cœur, je m'aperçois que c'est souvent aussi dû aux personnes. Oui, c'est Oui, des gens à leur évidemment. compte, on remarque. Ouais, Des parce gens que qui- souvent, quand t'aimes ce que tu manges dans ton assiette, si ça te correspond, en règle générale, le mec qui l'a fait ou la nana, ça va avec. Ouais, mais ça, on est plutôt d'accord. Ouais. Hein, parce que quelque chose que t'as adoré, c'est rare que le mec soit un con, quoi. Voilà. Généralement, Ouais. ça marche pas très bien. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien, avec nos épisodes, les gens peuvent découvrir les personnes et ensuite Ouais, c'est aller ça. goûter les gâteaux avec d'autres perspectives. C'est Ouais, bien, c'est il y a vrai. tout ça derrière ce gâteau. C'est ça. C'est Il y a pour ce ça. parcours, il y a ces problématiques. Voilà, bah du coup, vous savez du coup tout ce qu'il y a derrière les gâteaux de Arnaud Larreur. Donc ce qu'on va vous inviter à faire, franchement, c'est d'y aller parce Ouais. que Et il y a on des fait chocolats quelques aussi. passages avec Clément. Oui, il y a et des chocolats aussi. Franchement, Ouais. c'est Oh, c'est plutôt bon. bon, c'est plutôt très bon même. Ah, c'est très bon. Bon bah merci Bon, bah, beaucoup merci Arnaud. beaucoup Arnaud. Ouais, merci, c'était sympa. Merci. Merci pour nous aussi. Alors, ce petit entretien avec Arnaud Larère vous a plu? Bah, on l'espère déjà, on espère que ça vous a plu. Et est-ce que vous avez vu quand même que cette semaine, on vous a régalé, vu qu'on vous a pas sorti un épisode, mais bien 2 épisodes? Franchement, avec Clémence, nous, ce qu'on aime, c'est vous offrir un maximum de plaisir. Ça c'est bien vrai, et d'ailleurs pour prolonger les festivités, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram @l'envers-du-dessert, puisqu'on partage chaque semaine, entre des épisodes, les recettes de nos invités. Encore du plaisir. Et toujours plus de plaisir, il y en a même sur notre site l'enversdudessert.com, où vous pouvez vous abonner à notre newsletter, et comme ça on vous accompagne toute la vie quoi. Mais oui, franchement. Et encore merci à 12 qui nous fait les musiques et le mixage de tous nos épisodes. Je crois qu'on est bon hein, sur le plaisir, non? Allez, bon bah dans ce cas-là, on vous dit à la semaine prochaine pour toujours plus de plaisir. À la semaine prochaine.